Bienvenue à cette troisième, non, c'est la deuxième, troisième, je sais plus, conférence du passeport. Merci, troisième, qui va être consacrée aux orientations possibles. Après la troisième, le passeport orientation, c'est quelque chose qui est organisé par l'ensemble des 5 appels, 4 appels départementaux et sous la direction de l'appel académique, représenté donc par Anne-Laure qui m'a fait un signe pour me dire trois. Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est post-troisième, quelles orientations possibles, parce que on parle d'orientation pour les enfants de plus en plus tôt. On n'est pas comme la ministre qui voulait le faire dès la maternelle, mais je pense que c'est très important d'en parler dès la troisième. Donc l'appel a pour vocation, notamment via son service ICF, de vous accompagner en tant que parent, en tant que famille, sur les problématiques d'orientation. Et dans le cadre de ce projet, ben voilà, je vous invite à suivre cette présentation qui est faite. Alors, je crois que c'est Violaine aujourd'hui qui le fait, c'est ça? Oui, Voilà. c'est ça. Bon webinaire. Et avec toutes mes excuses pour le léger retard. Pas de souci. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Bienvenue à chacune et à chacun. Je me présente très rapidement parce que c'est surtout Violaine que vous attendez. Je suis Anne-Laure Dubois et je suis en charge du service aux parents d'élèves pour l'appel académique de Versailles. Comme vous l'a dit Arnaud, donc nous avons conçu ce passeport orientation qui est un cycle de conférences pour la troisième année consécutive. Et c'est le fruit d'une étroite collaboration entre l'appel académique de Versailles et les 4 appels départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. L'idée, c'est de vous présenter, de vous partager à vous, parents, un accompagnement sur les différentes questions qui sont liées à l'orientation, des questions qu'on se pose en tant que parents tout au long de la scolarité de nos enfants et ce, quel que soit l'âge ou le niveau d'études. Notre conférence de ce soir, donc post-troisième, quelles orientations possibles? Elle est pour vous, parents, mais elle est aussi pour les enfants, pour vos jeunes de la cinquième à la troisième. Donc, s'ils sont dans le coin, dans les parages, n'hésitez pas à aller les chercher, qu'ils écoutent cette conférence avec vous. Ça peut être bien qu'ils entendent la même chose que vous, ou peut-être pas la même chose que vous, mais en tout cas que vous puissiez en reparler ensuite. Ça peut amorcer un dialogue qui peut être parfois compliqué. Et pour animer notre conférence, donc nous avons le plaisir de recevoir ce soir Violaine Bigot. Bonsoir Violaine. Bonsoir. Et Violaine, tu as été chargée du suivi des réformes des lycées pendant plus de 5 ans à l'appel national et tu nous accompagnes à l'Académie depuis de nombreuses années en tant que conférencière sur toutes les questions d'orientation. Dernier petit point technique pour le bon déroulement de notre soirée. Nous avons volontairement éteint les micros et les caméras pour que ce soit plus fluide pour tout le monde. Néanmoins, vous pouvez vous exprimer et n'hésitez pas à le faire. Il y a un fil de discussion qui est prévu à cet effet. Merci Véronique pour l'appel départemental des Yvelines de prendre les questions et je serai aux côtés de Véronique également pour relayer les questions dans le chat. Donc n'hésitez pas voilà, à poser toutes les questions. Nous essaierons de répondre à un maximum, mais je pense que nous allons être nombreux. Donc voilà, nous allons faire au mieux. Voilà, Violaine, je te laisse la parole. À toi. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, en effet, hein, le poste troisième, c'est quelque chose d'extrêmement important, l'orientation aussi. Et puis, c'est vraiment un sujet de parents. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. On va faire des pauses hein, au fur et à mesure de la présentation pour que justement on puisse répondre à vos questions au fil de l'eau. Et puis, je sais que Véronique et Anne-Laure seront là aussi pour répondre à des petites questions en direct sur le chat. Alors, donc là, nous sommes vraiment sur le poste troisième. L'idée était vraiment de vous faire une petite présentation du paysage un petit peu au niveau des lycées. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'était qu'en fait, comment ça se passe après le collège. Hein. Donc, on a là, le collège, c'est commun, il n'y a pas de souci. Après la classe de troisième, en fait, il va y avoir deux, trois possibilités.
Une qui va être sur le lycée professionnel, donc là où vos jeunes vont pouvoir partir sur soit un CAP, donc qui sera plutôt en 2 ans, soit un bac pro, où là c'est un vrai bac, donc après 3 années, mais qui a vraiment une volonté d'être aussi, de partir sur du professionnel. Soit d'aller en lycée général et technologique, puisque la seconde est indéterminée pour ces deux bacs-là. Et donc, ensuite, de choisir, là, ce sera en première, soit de passer en général avec les différentes options, on en discutera, les enseignements de spécialité, on en discutera après, ou sinon, pour partir sur un bac pro, sur un bac techno. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous montrer, voilà, comment se passe après la classe de troisième, donc soit lycée professionnel, soit lycée général et technologique. Mais après, donc après le bac pro, le bac techno ou le bac général, eh ben, les jeunes vont se retrouver dans l'enseignement supérieur. Et ils vont donc avoir accès à l'enseignement supérieur, donc soit à des écoles en 5 ans qui emmènent par exemple à des écoles d'ingénieurs ou à des écoles de commerce, les classes préparatoires aux grandes écoles, les DUT, les BTS, alors c'est plus un DUT, c'est un BUT, BTS, et puis sinon des licences. Alors, bien évidemment, chaque bac a plutôt sa filière. Donc, par exemple, pour les BTS, pour poursuivre en BTS, ce sera plutôt bac pro. Je rappelle qu'il y a 50% des places qui sont réservées pour les bacs pro. Et puis, pour les buts, là aussi, c'est pareil, 50% des places qui sont réservées pour les bacs techno. Donc, vous voyez, et les bacs généraux, eux, partiront plutôt sur l'université ou sur des classes préparatoires pour voilà, avoir un petit peu la suite des événements. Mais c'était juste pour vous dire que voilà, toutes ces entrées en lycée vont déboucher sur un bac et puis ensuite, ce sera l'enseignement supérieur. Alors, bien évidemment, on va parler d'orientation. L'orientation, c'est vraiment le nerf de la guerre. On s'aperçoit qu'il y a vraiment sur l'orientation, il y a un déterminisme social qui est assez important. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les jeunes se disent ah ben non, ça c'est pas fait pour moi. Ah non, mais ça, il faut être super bon en maths. Ou ben non, moi je suis nul en tel truc ou tel truc. Vous savez, vous entendez ça à la maison de façon assez régulière. Et souvent, c'est également, voilà, mes parents ont fait ça, donc du coup, moi, je vais pouvoir faire ça, mais sans viser forcément autre chose. Donc ça, il faut vraiment arriver à lutter contre ça. Bien évidemment, beaucoup de stéréotypes genrés. Voilà, ce métier, il est fait pour les filles, et puis ce métier-là, il est fait pour les garçons. Et vraiment, nous, notre objectif du travail, nous, en tant que parents, du travail sur l'orientation, c'est l'épanouissement personnel de nos enfants. C'est vraiment qu'ils prennent ça. L'orientation, c'est pas en fin de troisième, qu'est-ce que j'écris sur la fiche navette, là, qu'est-ce qu'il faut que je mette et qu'est-ce que tu veux faire. C'est vraiment un travail de longue haleine sur lequel on va travailler et on va discuter ce soir ensemble. Alors, il y a vraiment un gros cadre législatif qui a été mis en place pour l'accompagnement à l'orientation. C'est pour que vous preniez conscience quand même que vraiment, c'est quelque chose qui est rentré euh, même au niveau du ministère, quelque chose qui est vraiment, qui a toute son importance et toute sa place. Donc bon, il y a eu la loi de la refondation en 2013, il y a eu bien évidemment la loi OR en 2018. Nous avons cette année le plan à venir qui se met en place, on en reparlera un petit peu plus tard. L'idée, c'est vraiment, toutes ces mesures, elles visent à une plus grande progressivité dans l'accompagnement à l'orientation, à une personnalisation des parcours et surtout à une multiplication des voies de réussite. C'est vrai qu'on avait tendance à dire il faut faire une terminale générale parce que c'est comme ça que ce sera le mieux. On voit vraiment que les choses commencent à évoluer et d'essayer vraiment d'arriver à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde parce qu'on n'est pas tous faits pour continuer dans le lycée général et il y a de très très belles choses à faire dans les autres formations qu'on va vous présenter. Alors, le plan à venir, donc c'est la nouveauté pour cette année. Donc vraiment, l'idée, c'est
Comment faire pour que le jeune soit acteur de son orientation? Comment il va faire pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'adapter à ce qu'on va lui demander? Comment il va travailler sa pensée, son chemin pour arriver à se dire, bah, finalement, voilà, ça ou ça m'intéresserait un petit peu plus. Donc, bien évidemment, une petite formation pour les professeurs principaux qui en ont déjà eu un, mais voilà, on rappelle encore des choses. Et puis, la famille qui devient un partenaire, qui a toujours été, mais qui vraiment devient officiellement un partenaire clé de l'orientation. Donc, il y a un guide pratique qui est mis à votre disposition. J'ai mis le petit visuel là, et puis vous verrez les liens par la suite, qui va vraiment être là pour vous aider à savoir comment je peux aider mon enfant dans son approche d'orientation, comment on va pouvoir faire pour justement accéder à la plateforme à venir. Il va y avoir des rencontres entre les parents, les élèves et les professeurs qui seront vraiment consacrés au projet d'orientation. Et ça, ce sera pour tous les élèves de troisième et de seconde avant le conseil de classe du deuxième trimestre. L'idée, c'est vraiment de ce programme, c'est de savoir s'informer pour les jeunes, donc savoir s'informer sur le monde, se découvrir et s'affirmer soi-même. Là, vraiment, c'est vraiment de l'introspection, se construire et se projeter pour que vraiment on se dise, bah voilà, ça m'intéresse, j'ai envie d'aller dans cette formation parce que je veux faire tel métier. Je rappelle que vraiment, on ne fait pas des études pour faire des études, on fait des études pour trouver un métier ensuite, quelque chose qui vraiment soit réellement épanouissant. Donc voilà, vous avez donc ce plan à venir qui se met en place dès cette année. Il y a vraiment donc cette plateforme aussi à venir qui, je vous invite à aller la voir sur le site de l'ONICEP. C'est très intéressant. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place par l'ONICEP justement pour essayer de développer ce travail sur l'orientation. Donc, de la 5e à la terminale, il y a des demi-journées qui sont dédiées à l'orientation. Alors, elles peuvent prendre des formes diverses et variées. Ça peut être la découverte de métiers, ça peut être des visites d'entreprise, ça peut être des forums, ça peut être des rencontres avec des professionnels ou même avec des conseillers d'orientation pour que vraiment il y ait un travail qui soit pris en compte. Donc, la plateforme à venir. Et puis, une chose qui est importante, c'est particulièrement pour les jeunes qui veulent partir en voie professionnelle, c'est la prise en compte des compétences non scolaires. On parlera des compétences douces un petit peu plus tard, mais je pense que c'est vraiment important que les jeunes ne prennent pas conscience, n'ont pas conscience de tout ce qu'ils sont capables de faire et de toutes les compétences qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur vie et de leurs activités. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le travail scolaire qui est noté et qui est aussi valorisé. Il y a une simplification des passerelles entre les différentes voies qui est mise en place aussi, professionnelle, technologique et générale. Et puis, on n'oublie pas Parcoursup, ça n'est pas le thème de ce soir, donc on n'en parlera pas, mais vraiment Parcoursup, pas de panique, tout se passe bien, ça fonctionne. Maintenant, c'est une plateforme qui a été mise en place depuis longtemps et surtout qui est une très, très grande source d'information. Donc là, on est encore au collège, donc vous avez le temps, mais n'hésitez pas, quand vos enfants seront au lycée, d'aller jeter un œil sur la plateforme Parcoursup. Vous y accédez normalement, vous ne pouvez pas vous inscrire, mais vous accéderez aux informations sur les formations. Concernant l'accompagnement à l'orientation au lycée général et professionnel, donc il y a vraiment un accompagnement personnalisé qui est mis en place, donc vraiment de la seconde, de la première et de la terminale, vraiment pour l'idée d'essayer d'aider les jeunes justement à tout ce travail d'introspection. Donc là, je vous rappelle, bien sûr, un même diplôme pour tous pour la partie générale. Il n'y a plus de S, ES et pour les plus vieux d'entre nous, B, C, D. Voilà, maintenant, c'est donc un même diplôme et simplement des enseignements de spécialité qui vont venir un petit peu teinter ce bac. Et puis, en lycée pro, tout ça aussi pour l'accompagnement, vraiment sur l'orientation. Il va y avoir 2 filières, on en reparlera également aussi, avec soit pour le jeune qui vraiment a envie de partir sur le monde du travail. Et là, dans ces cas-là, ce sera un 6 semaines de stage en fin d'année de terminale.
Mais pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, là, ce sera 6 semaines de cours intensifs pour justement préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur. Je rappelle aussi que le CAP se fera en 1, 2 ou 3 ans. C'est important pour laisser aussi le temps aux jeunes de pouvoir maturer tout ça, particulièrement pour les jeunes qui ont été en grande difficulté au collège et qui du coup ont eu une scolarité un petit peu chaotique. Les tests de positionnement, alors vous voyez que là, ils sont encore plus nombreux, hein. Donc là, il y en aura en 6e, 5e, 4e, donc avec des évaluations nationales en français, en mathématiques, un test de fluence pour la lecture, hein, vraiment pour voir un petit peu tout ça, pour essayer d'aider les jeunes à pouvoir acquérir ces compétences s'ils ne les ont pas encore eues et pour qu'ils puissent arriver au lycée vraiment en toute tranquillité. Il y a la stratégie de réussite qui a été mise en place en 4e, 3e. Donc, l'objectif est vraiment de concevoir un accompagnement qui sera adapté aux besoins de tous les élèves, avec des mises en place de groupes à effectifs réduits, le système des devoirs faits, des stages de réussite, du tutorat. L'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre aux besoins des élèves en matière d'orientation dès la 4e, 3e. Vraiment, l'idée, c'est plus on commencera tôt. Alors, quand je parle d'orientation, ça ne veut pas dire je vais faire ça ou je vais choisir tel enseignement de spé. C'est vraiment l'idée de maturer son projet. Est-ce que je préfère être à l'extérieur ou est-ce que je préfère être à l'intérieur? Est-ce que moi, ça ne me dérange pas de rester 2 heures sur un bureau ou c'est pas envisageable pour moi? Est-ce que finalement, l'abstraction, c'est quelque chose qui est facile pour moi? Vous voyez, c'est vraiment tous ces questionnements-là, plus que vraiment de se dire je vais choisir tel ou tel enseignement ou je vais choisir telle formation professionnelle. Donc voilà, donc vraiment des tests de positionnement, histoire de pouvoir redonner ou du moins arriver à combler les besoins des élèves. Donc, 4e, 3e, on met en place cette stratégie de réussite. Et puis, en seconde, que ce soit le général, le techno et le professionnel, il y aura également des tests numériques en mathématiques et en français. Donc, vous voyez, ils sont vraiment, hormis la classe de 3e, ils ont des évaluations nationales sur toutes ces années à partir du début du collège. Un tout petit mot pour le parcours renforcé en classe de seconde. Donc là, vraiment, l'objectif, il est de consolider les compétences du collège, de renforcer les acquis, surtout en mathématiques et en français. C'est particulièrement là, souvent, que ça peut pêcher. Et puis, c'est aider les élèves à travailler aussi sur leur orientation. Alors, il y a un système qui avait été mis en place, qui était la prépa seconde, qui fonctionne encore cette année, mais voilà, qui va se terminer, où là vraiment c'était la volonté d'aider les jeunes sur une année complète. Là vraiment c'est simplement un renforcement de parcours. Donc les jeunes rentrent en seconde et il a simplement des heures supplémentaires pour essayer de renforcer son parcours. Le développement des compétences douces, on n'en parlera jamais assez. Ça fait maintenant quelques années où enfin les entreprises mettent en avant les compétences douces et même plus que les compétences professionnelles pour que vraiment, voilà, et ça, ces compétences douces, on en verra la liste après, mais elles sont extrêmement importantes parce que ça va permettre aux jeunes d'apprendre. Donc voilà, donc il y a vraiment ce point qui est très très important. Enfin, voilà les soft skills qui sont validés et qui sont demandés par les entreprises. Et là, il y a un grand intérêt parce que nous, on est capable de les développer en famille et de pouvoir vraiment faire un travail sur ces compétences douces. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes pour que vous ayez une idée de ce que c'est que ces compétences douces. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu sur quoi on peut travailler aussi. On pense vraiment à la pensée créative particulièrement. C'est vrai que la scolarité fait qu'on est voilà, très, très scolaire, très, très dans le cadre. La pensée créative, ça se développe parce que forcément, sur son lieu de travail, on en a besoin.
Donc, pour le développement des compétences douces, bah, c'est en fait vraiment la possibilité, alors que c'est aussi possible sur vos établissements, parfois avec vos appels, d'avoir des ateliers sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi, de faire des ateliers de prise de parole, puisqu'on voit que l'oralité devient de plus en plus importante. Donc, c'est vraiment tout ce travail sur l'oralité, mais aussi sur comment on prépare un entretien pour un stage, pour une école supérieure, pour avoir un petit job pour l'été, par exemple. Vraiment, l'idée est de voir tout ce qui est possible de développer sur les compétences douces en hors scolaire. Alors, bien évidemment, comme je vous le disais, vos parents d'appel sont là, parfois en atelier collectif des jeunes, et puis vous êtes là. Vraiment, notre rôle là dans l'orientation, il est primordial. Vraiment donner de l'estime à nos jeunes, lui faire prendre conscience des compétences qu'il a pu avoir, qu'il a pu acquérir, et surtout en hors scolaire. Voilà, des jeunes qui sont capitaines de leur équipe de foot, qui ont, moi je sais pas, qui montent un projet avec les scouts, etc., etc. Ils développent des compétences et ils ont très souvent énormément de mal à juger que ce sont de vraies compétences. Donc vraiment, aidez-les à développer tout ce qui est compétences, qui prennent conscience. Et puis pour nous, bah, c'est une écoute aussi un petit peu constructive en tant que parents. C'est arriver aussi à faire abstraction de nos propres aspirations et accueillir leurs envies. Voilà. Quand ils vous disent bah, je ne suis pas capable de faire ça ou ça, bah, peut-être de l'emmener à réfléchir, à se dire mais oui, mais tu as été capable de faire ça ou de faire ça. Vraiment, c'est l'idée de nous oublier un petit peu, nous, en tant que parents, pour être à l'écoute de nos enfants. Ce qui est pas toujours facile, c'est accorder du temps. On rappelle que le temps de l'ado, il n'a pas grand-chose à voir avec le temps de l'adulte. Et surtout, c'est la concordance entre ces temps et le temps de l'orientation, parce qu'en effet, il y a des deadlines qui sont à positionner, et le jeune, lui, eh ben, il n'est pas sur la même temporalité. Donc, plus vous en parlerez tôt avec lui, mieux ce sera. Ça veut pas, vraiment, je répète, ça n'est pas de dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est ouvrir le champ des possibles, discuter avec lui faire prendre confiance, lui dire les compétences qu'il a pu acquérir, etc., etc. C'est vraiment ce travail-là qu'on demande pour que justement on lui laisse le temps de maturer pour son développement personnel, pour savoir qui il est, parce que c'est un grand changement en ce moment, les années collège et lycée. Voilà. Et puis ensuite, nous, on est là aussi de temps en temps pour leur rappeler le principe de réalité avec les dates butoirs, les documents à rendre, etc., etc. Mais vraiment, voilà, il y a un vrai sens à donner à tout son investissement, et si on lui pose ces questions-là, c'est pas pour rien. Je voulais vous parler d'un petit mot aussi sur la plateforme Diagoriante, qui va permettre aux jeunes justement de construire sa carte de compétences. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur cette plateforme et puis de voir un petit peu ce qui est possible pour voir un petit peu comment il pourrait mettre en avant toutes les compétences qu'il a acquises. Un dernier petit point sur le plan étudiant pour les lycéens, je vous ai mis quelques ressources pour vous. Bien sûr, la plateforme Parcoursup pour voir les attendus éventuellement si cela vous intéresse pour l'enseignement supérieur. L'ONICEP et la plateforme Avenir, le plan étudiant donc, qui a été mis, c'est vraiment l'idée aussi d'accompagner chacun vers la réussite. L'idée, c'est d'éviter au maximum le très fort taux d'échec qu'il peut y avoir en première année d'enseignement supérieur, particulièrement en licence, parce qu'en fait, c'est pas adapté. La faculté, l'université n'est pas adaptée à l'ensemble des élèves. Donc vraiment, c'est intéressant d'aller y jeter un œil. Horizon 21, ça plutôt pour la seconde générale et technologique, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des enseignements de spé et vers quoi ça peut emmener. Voilà, n'hésitez vraiment pas à jeter un petit œil sur ces ressources, elles vous seront très utiles. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je peux continuer?
Dites-moi tout. Écoute, on y répond au fur et à mesure, Violaine, pour l'instant. C'est magnifique. Alors, je continue. Un tout petit point sur le diplôme national du brevet, hein, donc ça, c'est la session de cette année. Alors, bien évidemment, ceux qui sont en troisième, je pense, sont au courant. Pour les autres, c'est simplement parce qu'en fait, les choses ont un petit peu changé cette année. On a arrêté les 800 points qui étaient un petit peu complexes pour tout le monde. Donc, on revient sur en fait, une obtention du brevet par une moyenne finale hein, qui voilà, doit être égale ou supérieure à 10 sur 20. Il y a une part de contrôle continu, hein, comme toujours, hein, donc qui est en fait, le contrôle continu va être calculé à partir de la moyenne annuelle de toutes les matières obligatoires. Toutes les matières obligatoires. Et un petit détail aussi, pour les options, hein, pour les jeunes qui ont des options, ce sont uniquement les points au-dessus de 10 qui seront ajoutés à la moyenne du contrôle continu. Donc, voilà, ça permet d'avoir un joli plus. Et puis, donc, ça équivaut à 40% de la note, hein, et puis 60% sur les épreuves terminales. Qui vont permettre voilà, d'avoir le français, par exemple, pour 3 heures, les maths, l'histoire géo, les sciences. Et puis une petite épreuve orale hein, qui portera sur le projet hein, qui sera mené. Et puis, bon, voilà, ça va permettre aux uns et aux autres d'avoir voilà, de se confronter enfin à l'oral aussi sur la fin de troisième avec un entretien individuel hein, d'une quinzaine de minutes ou un entretien collectif de 25 minutes. Voilà, en gros, ça va être à peu près ça et ça devrait commencer avril-mai pour ces choses-là. L'idée, c'est vraiment de vérifier que les jeunes ont bien acquis les connaissances nécessaires pour passer sur le lycée. Donc, voilà, que ce soit les qualités de calcul ou rédactionnelles. Je vous ai fait également un tout petit point sur le calendrier de l'orientation post-troisième. Hein, donc ça, c'est vraiment pour l'année de troisième. Il y a les conseils de classe, c'est eux hein, qui vont régir bien évidemment toute cette qui va régir toute cette année, hein, forcément, avec les 3 conseils de classe. L'idée, c'est vraiment de préparer son projet, donner ses intentions d'orientation, hein, donc avant le conseil de classe du second trimestre, pour que le conseil de classe puisse vous dire, écoutez, a priori c'est OK, ou ça va être un peu faible, ou est-ce que... Vous voyez, donc ça va permettre de commencer aussi le dialogue. Je pense que c'est vraiment important d'entrer en dialogue avec le professeur principal pour arriver à comprendre comment les choses se passent et pourquoi ils prennent telle ou telle décision. Donc ça, c'est vraiment important pour vous. Et puis, le conseil de classe de juin, hein, qui va, lui, bien évidemment, donner les propositions d'orientation et la décision du chef d'établissement. Alors après, bien évidemment, on peut rentrer en place les commissions d'appel si vraiment voilà, vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui est prise par le conseil de classe et le chef d'établissement. Mais vraiment, l'idée, c'est, avant d'en arriver à cette extrémité-là, c'est de vraiment rentrer en dialogue avec vos enseignants auparavant. Voilà pour le petit final sur la troisième. Alors, je vais attaquer par le lycée pro parce qu'en fait, je pense qu'il est vraiment important de comprendre que ce dernier, il a vraiment énormément évolué sur ces dernières années. Je pense que le plus gros travail a été vraiment fait sur ce lycée pro. Bon, je vous rappelle qu'il fête ses 40 ans hein, cette année, donc c'est quelque chose qui est déjà bien en place. Puis ensuite, bien évidemment, on parlera du lycée général et technologique. Violaine? Alors, ce lycée... Violaine? Oui, pardon. Ouais, excuse-moi. Je te coupe 5 minutes. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en arrière sur les Oui. notes du brevet des collèges? Parce qu'on a pas mal de questions.
voilà, je pense qu'il faut revenir 5 minutes dessus parce que ce sera plus clair avec le schéma. D'accord. Alors, Merci je beaucoup. remets le schéma. Alors, je suis désolée, je ne vois pas vos questions, donc Oui, c'est pour ça que je te je dis. peux pas intervenir. Donc, voilà, n'hésitez pas, hein, ni Véronique Anne-Laure, n'hésitez pas à me couper pour qu'on passe ça. Alors, ça ne change pas le poids, je vais dire, de chaque matière, hormis sur la partie contrôle continu, puisque là, tout compte. Hein. Donc, vraiment, là, tout compte et tout sera sur une moyenne de 10. Ce qui est important, c'est quand même les options, hein, donc avec les points au-dessus de 10 qui seront ajoutés. Et puis, bah, voilà, vous avez 4 épreuves écrites, une de français avec un COEF 2, une mathématique COEF 2 également, histoire géo COEF 1,5 et puis l'enseignement moral et civique à 0,5. Les sciences sur un COEF 2 et puis cette épreuve orale qui portera sur le projet, sur un projet qui aura été mis en place tout au long de l'année. Voilà un petit peu. Donc, bien évidemment, comme il y a du contrôle continu, il y a la mise en place de commissions académiques d'harmonisation, hein, pour vraiment vérifier que le contrôle continu est correctement traité dans l'établissement, hein, pour qu'il y ait vraiment une égalité de traitement entre les candidats. Et puis, un point également, pour ceux qui ont eu des enfants en troisième avant, on parlait de l'évaluation par compétences. On ne parle plus d'évaluation par compétences. Elle reste possible, hein, mais elle devra être vraiment accompagnée d'une évaluation chiffrée sur 20. Voilà, une note vraiment sur 20. Voilà. Et puis, bah, je vous ai dit, français, c'est 3 heures, maths, 2 heures, histoire géo, 2 heures, sciences, 1 heure. Et puis, bah, cette fameuse épreuve orale qui pourra être, soit, je vous dis, en entretien individuel ou en entretien collectif. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Oui, je pense. Merci beaucoup, Oui, Violaine. je vous en prie, je continue. Donc, nous en étions au lycée professionnel. Voilà, alors le lycée professionnel, donc quand on en rentre, on a 2 possibilités. Soit de passer sur un CAP, hein, un certificat d'aptitude professionnelle, qui se passera en 2 ans, qui peut éventuellement être en 1 an ou en 3 ans selon le profil de l'élève. Mais en règle générale, un CAP, ça s'obtient en 2 ans. On obtient donc son CAP et il y a tout à fait la possibilité de rentrer dans la vie active après un CAP. Il y en a par exemple les boulangers, les pâtissiers, etc. Voilà, ça fait partie des diplômes qui peuvent tout à fait rentrer dans la vie active directement ou continuer sur une mention complémentaire ou un brevet des métiers d'art par exemple. Donc ça, c'est la première possibilité. En règle générale, je pense à ça, hein, pour les élèves à besoins particuliers ou pour des jeunes qui sont en SECPA. Très souvent, le CAP est un bon moyen pour eux de pouvoir continuer leur scolarité sur le lycée professionnel. Hein, que ce soit par voie scolaire ou par apprentissage, hein, les deux sont possibles. Alors, après, là, voilà, hein, soit en maison familiale et rurale, soit en lycée professionnel, les deux sont possibles. Et puis, vous voyez qu'il y a des petites flèches, hein, qui peuvent permettre par exemple, un élève à la fin de sa 2e année de CAP s'aperçoit que finalement, il a repris confiance parce que les enseignements ne sont pas les mêmes, c'est pas la même façon d'enseigner. Et puis, il peut rebifurquer sur une première professionnelle et puis ensuite obtenir son baccalauréat pour éventuellement continuer sur une poursuite d'études en enseignement supérieur. Donc ça, c'est la première, c'est le CAP. La deuxième, c'est donc, là, on rentre sur seconde professionnelle, première professionnelle et terminale, pour ensuite obtenir son bac pro et de la même façon rentrer sur l'enseignement supérieur. Donc, je vais me concentrer un petit peu pour ça, puisque je vous ai expliqué comment se passait le CAP. Voilà, en seconde professionnelle, les jeunes vont entrer, ils auront, selon ce qui va les intéresser, soit le choix de rentrer sur une seconde par famille de métiers, soit vraiment sur un métier spécifique.
On reparlera des familles de métiers un petit peu après, hein, on s'y attardera un peu plus. Donc ça va être les 2 possibilités sur la seconde. Ça va un peu dépendre de ce qu'ils auront choisi comme centre d'intérêt au niveau professionnel. En première professionnelle, eh ben voilà, ils continuent, hein, donc ils ont choisi leur spécialité. Là, ils seront vraiment sur un métier particulier. Et puis sur leur année de terminale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 2 choix, soit le module de poursuite d'études, soit en fait un module qui va qui va partir, oui, qui va leur permettre de partir en stage pendant 6 semaines pour justement approfondir leurs connaissances s'ils souhaitent faire de l'insertion professionnelle. Voilà pour comment ça se découpe un petit peu au niveau de la classe des classes du lycée professionnel. Alors, ce qui est surtout intéressant sur le lycée pro, c'est qu'en fait, souvent, les effectifs sont réduits en seconde et en première pour les maths et le français. Donc, il y a vraiment une envie de redonner goût aux matières générales pour ces jeunes qui parfois sont un petit peu fâchés avec les matières générales. Il y a bien évidemment cette période de formation en milieu professionnel que nous appelons vulgairement stage, hein, donc qui est très importante sur le bac pro, bien évidemment, puisqu'ils vont vraiment pratiquer, tester, faire des choses, et donc c'est ça qui est important pour eux. Je vous l'ai dit, le CAP en 1, 2 ou 3 ans, selon le profil et les besoins de l'élève. Les familles de métiers, ça aussi c'est une nouveauté parce que ça permet de laisser le temps, hein, aux jeunes de pouvoir choisir un métier précisément. Toujours ces tests de positionnement en maths et en français qui va permettre de créer des groupes de niveau. Et puis, eh bien, toujours la pérennisation de la gratification des stages, hein. Donc, les jeunes en lycée pro sont payés pendant leur stage. Ben voilà, c'est toujours, ça peut permettre à certains ben voilà, de pouvoir gagner un petit peu d'argent et de pouvoir faire face à certaines difficultés financières. Je rappelle également que vraiment, il y a des options qui sont mises en place, du codage, de l'entrepreneuriat, une autre langue vivante. Vraiment, pour leur donner envie de continuer à apprendre et de se former. Il y a un gros développement, des partenariats extérieurs qui a été mis en place avec un bureau des entreprises au sein des lycées qui va permettre justement de développer des dispositifs qui sont soit un jeune, un mentor, vraiment ne pas laisser les jeunes comme ça en déshérence, mais d'être vraiment accompagnés pendant toute leur scolarité. Il y a le démarrage en classe de première du projet, hein, qui s'est appelé pendant un temps chef-d'œuvre et qui se rappelle maintenant projet. Donc, qui va donner réellement cette volonté aux jeunes de montrer ce dont il est capable. Donc, ça, c'est assez intéressant. Un petit point sur l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, ça peut se faire soit en première, soit en terminale, pas en seconde, hein, mais à partir de la première, donc première et ou terminale. Juste un petit point. Donc, il faut avoir minimum 16 ans. C'est quand même un mode de formation qui est extrêmement exigeant. Il est rémunérateur, il y a un salaire bien évidemment, mais par contre il est exigeant parce qu'il va falloir qu'il fasse le travail scolaire et qu'il soit aussi dans son entreprise. Donc il y a des périodes d'alternance bien évidemment. C'est donc voilà, il a des périodes à l'école et puis des périodes dans l'entreprise. Mais voilà, il faut vraiment arriver à ce que le jeune soit suffisamment mature pour concilier sa vie professionnelle, parce qu'il sera vraiment dans la vie professionnelle, et le lycée et sa vie de lycée. Donc, il y a vraiment un gros intérêt, hein, sur l'apprentissage. Mais attention, c'est quand même un mode d'apprentissage qui est très, très exigeant. L'accompagnement des décrocheurs, voilà, il y a différentes choses qui ont été mises en place, hein, pour justement permettre aux jeunes de pas perdre pied et donc de pouvoir continuer sa formation avec une ambition emploi, hein, pour aider le jeune aussi à retrouver
une envie de travailler, de se remettre au travail, etc. Il y a des parcours de consolidation qui ont été mis en place. Et puis, une optimisation aussi de la formation, de l'offre de formation pour que ce soit un petit peu plus recentré sur les métiers qui ont vraiment de gros besoins. Je rappelle que vraiment, il y a des formations en lycée pro où on a même parfois du mal à ce qu'ils finissent leur bac pro, tellement les entreprises ont envie de les débaucher avant même qu'ils aient fini. Donc, vraiment, il y a parfois sur certaines formations une grosse pression des entreprises qui en ont vraiment besoin, hein. Je pense entre autres voilà, tout ce qui est réparation, manutention, etc. Il y a vraiment des secteurs comme ça qui sont très demandeurs. La répartition horaire, c'est 40-40 à peu près entre les enseignements généraux et les enseignements professionnels. Le reste du temps, bien évidemment, ils sont en stage, hein, donc dans cette période-là, en stage en entreprise. C'est vraiment intéressant que ce soit comme ça. Rééquilibré au niveau des enseignements pro et des enseignements généraux, ça permet vraiment aux jeunes d'avoir cette double casquette et donc de pouvoir se décider en terminale s'ils veulent poursuivre des études ou pas. Il y a eu une grosse augmentation du nombre d'heures de mathématiques et de français, hein, donc vraiment sur les enseignements généraux, qui ont été pris bon, voilà, sur le quota horaire de la co-intervention. Alors, moi, je suis un peu déçue qu'ils aient arrêté la co-intervention, enfin, presque arrêter la co-intervention. Je pense que c'était un moyen pour les jeunes de bien comprendre l'intérêt des matières générales dans leur activité professionnelle. Voilà, grille horaire, juste pour vous donner voilà, une petite idée du volume. Il y a du travail hein, en lycée pro, mais le fait en fait vraiment de passer sur un autre type d'enseignement permet vraiment aux jeunes de mieux comprendre ce qu'on lui demande. Il y a beaucoup moins d'abstraction et donc du coup, pour ceux qui ont quelques difficultés à ce niveau-là, ça leur permet vraiment d'être au clair par rapport à ça. Je passe à la famille des métiers. Donc ça, c'était, voici, hein, vous avez la liste des 14 familles de métiers. Bien évidemment, tous n'y sont pas, puisqu'il y a certains métiers qui sont vraiment très particuliers, et dans ces cas-là, ils ne font pas partie des familles de métiers. Mais vous voyez, par exemple, ils se sont aperçus que sur les métiers, on va prendre de la beauté et du bien-être, par exemple, il y avait vraiment un socle commun à connaître et qui permettait ensuite aux jeunes d'apprendre une année de plus pour pouvoir découvrir tous ces métiers de la beauté et du bien-être, par exemple, pour pouvoir choisir réellement le métier qu'ils vont décider de prendre ensuite. Un tout petit détail pour les parents qui ont des jeunes qui ne sont pas encore en troisième, hein, qui sont éventuellement en cinquième ou en quatrième. La troisième prépa métier qui remplace donc la troisième prépa pro. Vraiment, cette troisième prépa métier, elle est destinée aux élèves qui, bon, à l'issue de la quatrième, sont un peu fragiles et souhaitent découvrir davantage les formations et les métiers dans la voie professionnelle, avec des stages et aussi avec des périodes d'immersion dans un lycée professionnel. Cette troisième prépa métier, elle est située dans le lycée, donc ça permet aussi éventuellement aux jeunes, quand il est un peu trop à l'étroit au collège, où vraiment vous le sentez qu'il n'est pas bien, de pouvoir vraiment changer d'air et de partir en lycée pro. Et puis voilà, ça permet vraiment de faire un point de tester différentes choses et donc d'ouvrir cette possibilité aux jeunes de tester des choses et de sortir du collège. Ça, c'était pour la prépa métier. Voilà. Les petits aménagements pédagogiques de la voie professionnelle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est que
Les enseignements ne sont vraiment pas pris de la même façon. Il y a vraiment une pédagogie différente en lycée pro et qui peut convenir à certains jeunes qui ont besoin d'appréhender, de faire des choses, de pratiquer pour que les choses rentrent plus facilement pour eux. Alors, un petit point sur l'année de terminale, c'est important de comprendre qu'en fait, le jeune, il va se décider sur la fin de son année de terminale, à savoir s'il veut continuer dans l'enseignement supérieur ou s'il souhaite rentrer dans la vie professionnelle. Et là, il aura donc ces fameux deux modules, hein, vous voyez, hein, donc vraiment, il y a deux modules qui se mettent en place, soit celui de poursuite d'études, donc 6 semaines de préparation pour le supérieur, soit d'aller travailler, donc d'avoir 6 semaines de stage qui vont permettre aux jeunes de rentrer quasiment déjà dans la vie active. Un petit point sur le module de poursuite d'études qui est important parce qu'en fait, bien évidemment, ils ont des compétences professionnelles, mais le niveau qui va leur être demandé en enseignement supérieur va être plus important sur les matières générales. Donc là, il va y avoir vraiment un focus pendant 6 semaines sur les matières générales pour faciliter le passage et surtout la réussite dans le supérieur. Donc, ça va permettre d'accompagner aussi le jeune pour lui faire comprendre l'université, ça veut dire quoi, pour que les choses soient vraiment le plus clair possible pour lui. Connaître les attendus aussi de l'enseignement supérieur et puis éventuellement pallier aux lacunes qu'il a pu rencontrer. Donc, vraiment, le module, il va être là pour renforcer les jeunes qui ont envie de faire une poursuite d'études en enseignement supérieur, même si c'est en BTS, qui est leur voie logique, que ce soit en BTS ou dans d'autres formations, vraiment, ça va leur permettre de donner un coup de boost sur les matières générales. Donc ça, c'est le module d'accompagnement pour la fin de terminale. Le projet, ou le chef-d'œuvre, parce que pour les CAP, ça reste encore le chef-d'œuvre. Donc ça, c'est vraiment c'est un projet qui se prépare depuis longtemps. L'idée, c'est vraiment que les jeunes puissent exprimer tous leurs talents. Qu'ils préparent, que ce soit de façon individuelle ou que ce soit par équipe. Il sera présenté à la fin devant un jury. C'est vraiment l'idée de mobiliser ces compétences qu'ils ont pu acquérir pendant toute leur scolarité au lycée pro. Alors, des fois, on se dit, oh, c'est clair quand on est ébéniste de faire un projet parce que voilà, on va faire un objet. Pour d'autres, c'est moins. Mais en fait, c'est du matériel ou de l'immatériel. Ça peut être aussi la création d'une entreprise, par exemple, donc, ou la résolution d'un problème. Enfin, voilà, ça reste très, très, très large là-dessus. C'est important pour le jeune et surtout, c'est vraiment le moment pour lui vraiment de mobiliser toutes ses connaissances et toutes ses compétences. Donc, c'est un moment qui est sympa. Et puis, voilà, il y a une idée quand même de réalisation à la fin de son année de terminale qui est importante pour le jeune de pouvoir valoriser tout ça. Je vous remets quelques petites ressources particulières sur le lycée pro. Bien évidemment, Excellence Pro qui est particulièrement pour l'enseignement privé. Qui va vous permettre de voir un petit peu les différents établissements et les formations qu'ils peuvent proposer. Il y a des vidéos, il y a plein de choses, donc c'est assez sympa. Et puis, je vous ai mis également quelque chose de particulier concernant l'ARPEJ, qui est l'association pour favoriser l'emploi des jeunes en situation de handicap. Et puis pour favoriser l'égalité des chances et en faveur de la diversité, c'est vraiment sympa si vous avez un jeune dans cette situation-là. Dans cette situation, elle propose vraiment des forums de découverte des métiers, elle organise des simulations d'entretien, elle aide aussi à trouver des stages. Il y a des entreprises qui sont partenaires, donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur leur site. Vous trouverez beaucoup d'informations. Voilà pour la partie lycée pro. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a des questions, mais ça va. Pour le moment, on arrive à peu près à y répondre, comme tu viens d'envoyer toutes les ressources pour toutes les questions de comment choisir, vers où s'orienter. Ça, on réenvoie sur tous ces sites.
Voilà, Donc ouais. non, pour le moment, ça Et, va. et puis, n'hésitez vraiment pas à regarder le guide. Je reviens là-dessus, mais le guide des parents pour l'orientation, c'est vraiment sympa. Et puis, ça permet à nous, parents, de vraiment prendre notre place dans l'orientation. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je continue sur le lycée général et technologique. Alors, on va y aller par la classe de seconde, hein. Donc, voilà, c'est la classe de seconde en lycée général et technologique. On retrouve des choses assez classiques, hein, que vous connaissez. Donc, il y a un tronc commun qui va être avec alors, des enseignements que tout le monde connaît, français, histoire, géo, les deux langues vivantes, maths, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, éducation physique et sportive et l'enseignement moral et civique. Ça, c'est la base. Sur ce, ils vont découvrir 2 enseignements obligatoires. Alors là, il n'y a pas de choix possible, hein. Ils auront les deux. Sciences économiques et sociales pendant 1h30 et sciences numériques et technologiques qui vont leur permettre justement voilà, de découvrir ces nouvelles matières pour pouvoir découvrir aussi un petit peu ce que ça pourrait être en enseignement de spécialité pour la première. Alors ensuite, les enseignements optionnels en seconde, là, ils sont optionnels, donc c'est au choix de l'élève. Donc, il y a un enseignement optionnel général possible avec, là, on retrouve les grandes options classiques, hein, donc que ce soit le latin ou le grec, que ce soit une troisième langue vivante, de l'art, de l'EPS, l'art du cirque. Alors, je l'ai mis parce que ça existe. Attention, bien évidemment, ça ne se fait pas dans tous les établissements, hein. Donc là, souvent, la difficulté, c'est de trouver un établissement qui a cette option art du cirque. Et puis, l'écologie et l'agronomie, hein, qui est intéressante. Et là, celle-ci, elle se fait uniquement en lycée agricole. Et puis aussi un enseignement optionnel en technologique cette fois-ci, pour découvrir un petit peu ce qui se cache derrière le management, la gestion, la science de l'ingénieur, la création de la culture. Voilà, tout ce qui est plus technique, plus technologique, mais qui peut aussi tout à fait intéresser les jeunes. Donc, en sciences et laboratoires, par exemple. Alors, je le dis parce que c'est important, c'est pas parce que vous avez choisi telle ou telle option que du coup, forcément, vous serez orienté vers une voie générale ou technologique. L'idée vraiment sur cette option, elle est de découvrir des parcours et de découvrir des matières. Petit bémol également sur les options, attention à ne pas trop charger l'emploi du temps. Il est déjà bien chargé sur l'année de seconde, hein. Il y a un vrai palier, hein, à passer entre la troisième et la seconde. Donc, voilà, à réserver peut-être à des élèves qui sont déjà très, très, très à l'aise et qui, par conséquent, ont une belle capacité de travail et peuvent faire face à ces options. Donc, ça, c'est la classe de seconde. Vous voyez, donc le tronc commun, 2 options, deux enseignements optionnels obligatoires, donc ça rentre dans le tronc commun, et puis des options si vous le souhaitez. Le petit calendrier pour la classe de première, donc avant les vacances de Noël, hein, chaque lycée va informer les élèves pour voir un petit peu ce qu'il y a comme enseignement de spécialité au sein de l'établissement. Ça, c'est important, hein, aussi pour vous, quand vous faites un choix d'établissement, de regarder un petit peu les options, les enseignements de spécialité qui sont offerts dans l'établissement pour ne pas mettre votre enfant en seconde et puis finalement repartir. C'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais bon, pour lui, ça peut être un petit peu perturbant. Au second trimestre, pour poursuivre en voie techno, voilà, vous allez indiquer votre souhait de série, on en reparlera après, hein, puisque la voie techno, elle, fonctionne en série et pas par enseignement de spé, et ça fera bien sûr à l'objet d'une décision, hein, qui sera prise pendant le dernier conseil de classe de la classe de seconde. Pour la voie générale, alors au second trimestre, l'élève, donc avec sa famille, bien sûr, indique 4 enseignements de spécialité qui vont l'intéresser en disant, voilà, pour le moment, moi j'ai ces 4 choix-là qui se dessinent.
Si éventuellement vous faites une demande dans un autre lycée ou pour un autre enseignement de spé, vraiment ça, c'est à voir avec votre établissement pour que ce soit possible et dans quelle mesure c'est faisable. Alors, je dis bien évidemment attention à la faisabilité des triplettes, c'est-à-dire que les triplettes, c'est les 3 enseignements de spécialité que votre enfant va prendre en première. Euh, il faut que matériellement, ce soit possible. Donc, parfois, il y a des mêmes enseignements de spécialité sur la même tranche horaire, donc ça ne va pas être envisageable. Donc, vous voyez, il y a quand même des petites données très pratiques qui vont être compliquées. Et puis, si vous choisissez un enseignement de spé dans un établissement, puis un autre enseignement de spé dans un autre, et le dernier dans l'établissement dans lequel il est, il risque de se perdre et surtout de perdre un temps et que ce ne soit pas faisable parce qu'en termes d'emploi du temps, ce ne sera pas gérable. Donc voilà, le conseil de classe, à la fin du 2e trimestre, va vous donner des recommandations, vous disant, OK, c'est cohérent par rapport à ses résultats et par rapport à son projet. Vous voyez, donc ça va être vraiment en fonction du potentiel de l'élève et puis aussi de ce dont il a envie. Ça va impliquer vraiment une communication entre vous, l'établissement et votre enfant. Et puis au 3e trimestre, eh bien, le conseil de classe va donner son avis pour que, voilà, il va se dire, OK, pour moi, c'est bon pour qu'il passe en voie générale et c'est bon pour qu'il ait ses enseignements de spé qu'il a choisis. Voilà, et puis comme ça, vous faites votre choix des 3 et c'est tout bon. Et puis, pour enfin, on en a parlé pour le techno, là, vraiment, vous allez choisir une série. Je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle tous vulgairement des stages, qui sont des séquences d'observation au milieu professionnel qui est obligatoire en fin de seconde. Je vous ai fait un petit topo là-dessus. Bon, voilà, cette année, ce sera du 15 au 26 juin, avec toujours une évaluation en première. Hein. Donc, cette séquence d'observation, le seul qui ne fait pas cette séquence de cette façon-là, c'est ceux qui partent en STHR, qui est Sciences et Technologies de l'hôtellerie et de restauration, mais qui, eux, ont une seconde particulière, parce qu'en fait, ils pratiquent tout le temps, tout au long de l'année, donc ils n'ont pas besoin d'avoir cette séquence d'observation. Sinon, c'est vraiment pour l'ensemble des élèves qui sont en lycée général et technologique. Il est obligatoire, non rémunéré et 2 semaines consécutives. C'est assez vague, hein, donc ça peut être en entreprise, en asso, en administration, vraiment, voilà, il y a vraiment le choix. Je vous ai mis également la possibilité des offres de stage, hein, un élève, un stage, pour essayer pour ceux qui ont quelques difficultés à trouver des stages, ça peut également vous aider. Et elle peut également se faire à l'étranger si vous avez des contacts sur l'étranger. Donc, il y a un maître de stage assez classique hein, sur le fonctionnement. Je vous ai mis quelques dérogations possibles hein, pour que vraiment il y ait voilà, il y a de la possibilité si voilà, il y a quelque chose au niveau d'une mission d'intérêt général, par exemple, ou une mobilité scolaire. Ou un stage de BAFA ou des voyages, voilà, où vraiment là, il n'y a pas de possibilité de le faire. Mais en règle générale, sinon, il est complètement obligatoire. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la classe de seconde ou pas encore? Oui, alors est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est que le conseil de classe? Parce que des parents sont un peu perdus avec cette notion du conseil de classe. Alors, OK, J'étais en donc train de ça. l'écrire, mais je pense que si tu le dis, ça ira plus vite. Donc, le conseil de classe. Donc, il y a 3 conseils de classe. C'est le moment de réunion de l'ensemble des enseignants, très souvent également de la vie scolaire, des différents membres. Il peut y avoir l'infirmière, il peut y avoir plein de monde pendant ces conseils de classe. Et ça permet en fait à l'ensemble de l'équipe éducative d'une classe de se réunir et de pouvoir discuter de la situation de l'ensemble de la classe, mais aussi des cas par cas, et de voir si,
Est-ce que c'est faisable? Parce qu'en fait, si par exemple un élève est nul en maths, si c'est que le prof de maths, qui par exemple est prof principal, et qu'on ne regarde que les choses de maths, il va dire, ah ben non, cet élève, il va être juste. Mais il y a plein d'autres, voilà, il peut être très bon en français, il peut être très bon en histoire géo, il peut être très bon dans plein d'autres matières. Et donc, vraiment, l'idée, c'est ce moment où il y aura un conseil. Donc, vraiment, les enseignants vont discuter entre eux de la faisabilité du projet de l'étudiant, de son comportement, bien évidemment, mais aussi, surtout, de ses résultats scolaires et de l'investissement qu'il montre aussi en classe pour dire, voilà, on le sent prêt pour aller sur tel ou tel enseignement de spé ou sur telle série en techno ou pas. Et puis là, dans ces cas-là, rentre un moment de dialogue. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, je pense. Très bien, Bon, merci. je continue. Donc là, la classe de seconde est passée. Le jeune a choisi donc soit une voie, soit la voie générale, soit la voie techno. La voie techno, ce sera forcément par série. Et puis la voie générale, ce sera les enseignements de spé qu'il aura choisi donc en fin de seconde. Alors, cette première de voie générale, donc il y a un enseignement commun. Donc là, il est valable pour l'ensemble des élèves, peu importe les enseignements de spé qu'ils ont choisis. Donc français, histoire, géo, langue vivante, les 2 langues vivantes, l'éducation physique et sportive, l'enseignement moral et civique, bien évidemment, et l'enseignement scientifique et mathématique, qui sera de 2h ou 3h30. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place l'année dernière. Donc, en fait, l'enseignement scientifique et mathématique, c'est 2 heures pour les élèves qui ont pris l'enseignement de spé mathématiques, donc que vous voyez de l'autre côté dans le petit tableau à côté, et 3h30 pour ceux qui n'ont pas du tout pris d'enseignement de spécialité mathématiques. Donc, l'idée sur cet enseignement commun scientifique et mathématique, sur la partie mathématique, ce sera vraiment des probabilités, statistiques, traitement de données. Vous voyez vraiment, voilà, avec toujours la possibilité de continuer sur l'option maths complémentaire en terminale. Pour conserver quand même un tout petit peu de mathématiques dans son programme si on ne veut pas prendre l'enseignement de spé mathématiques. Vous avez tous les enseignements de spécialité. Attention, tous les lycées ne font pas tous les enseignements de spé. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est quand même une petite réflexion à faire auparavant alors, je pense particulièrement à ceux des arts, par exemple. Donc, vraiment, ça, ce sont des choses où il n'y en a pas beaucoup. L'éducation physique, pratique et culture sportive en enseignement de spécialité, c'est pareil, il y en a peu. Souvent, c'est un lycée par académie, voire peut-être parfois plus, mais souvent c'est vraiment plus à titre expérimental, si vous voulez, qu'autre chose. Donc, vraiment, faites bien attention si votre jeune a envie de partir sur ces enseignements de spé qui sont moins communs. Eh bien, il faudra vérifier d'abord dans quels établissements elles se font sur votre académie. Mais de toute façon, votre académie proposera l'ensemble de ces enseignements de spécialité. Petite chose également pour la biologie et l'écologie, là uniquement dans les lycées agricoles. Donc, ils peuvent bien évidemment suivre un bac général, mais en lycée agricole avec l'enseignement de spécialité biologie et écologie. Voilà. Après, les autres sont assez classiques. Bien évidemment, on retrouve les mathématiques, on retrouve la littérature, langue et culture de l'Antiquité, les langues et littérature, culture étrangère. Donc là, c'est vraiment pour les langues anglais, espagnol, allemand, etc. Humanité, littérature et philosophie, histoire, géopolitique et sciences politiques. Et puis, on retrouve physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, les sciences économiques et sociales, bien évidemment, et les sciences de l'ingénieur. Donc,
là, votre jeune, il aura fait son choix dans ces 3 enseignements de spécialité. Et puis, il peut prendre un enseignement optionnel au plus, hein, donc avec ces 3 heures hebdomadaires, soit une langue vivante, une 3e langue vivante, soit de l'éducation physique et sportive, LSF qui est la langue des signes française, et puis langue et culture de l'Antiquité, hein, latin ou grec, qui, je le rappelle, est la seule qui est cumulable avec un autre enseignement optionnel. Donc, votre jeune peut avoir 2 enseignements optionnels s'il le souhaite, s'il prend langue et culture de l'Antiquité, donc soit latin, soit grec. Je redis, attention à ne pas trop charger quand même l'emploi du temps des élèves et des lycéens, où ça peut devenir vite compliqué. Voilà pour la première voie générale. On va attaquer la voie technologique. Donc là, maintien des séries. Donc toujours pareil, hein, donc il y a des enseignements communs à toutes les séries. On retrouve français, histoire géo, LVA, enfin langue vivante A et B, l'éducation physique et sportive, les maths, l'enseignement moral et civique. Donc ça, très classique. Et puis ensuite viendront se rajouter les enseignements plus technologiques qui vont concerner, en fait, selon les séries qui seront choisies. Donc voilà, sciences et technologies du laboratoire, voilà, design à appliquer. Selon ce qu'il va choisir, eh bien, il aura ses enseignements qui correspondra à sa série. Il a lui également la possibilité de choisir des enseignements optionnels, que ce soit la langue vivante, la 3e langue vivante, de l'art, de l'éducation physique et sportive, toujours la langue des signes française et les langues et cultures de l'Antiquité, donc latin ou grec. Voilà un petit peu pour les 2. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu plus facile pour la voie techno. Je voulais juste préciser une chose, hein. Comme pour la voie pro, par exemple, 50% des places en BTS sont réservées aux jeunes qui sortent de lycée professionnel. Pour la voie technologique, c'est 50% des places en bachelor universitaire et technologique qui leur sont réservées. La voie technologique, elle a cette particularité, pareil, de fonctionner beaucoup en projet. Donc, c'est moins, il y a moins d'abstraction que, par exemple, sur la voie générale. Et vraiment, dans la voie techno, ils vont travailler en projet, ils vont mettre en application, ils vont travailler là-dessus. Donc, on a parfois des jeunes qui ont vraiment ce besoin-là d'avoir quelque chose de plus pratique que ce qui peuvent être en voie générale. Donc, la voie techno est une voie qui est… les voies techno sont des séries qui sont très demandées également, surtout en poursuite d'études. Voilà, il y a vraiment de belles poursuites. Je rappelle également que, là c'est vraiment juste un petit détail, mais pour les classes préparatoires, bien entendu, il y a des classes préparatoires qui sont uniquement prévues pour les bacs généraux, mais il y a des classes préparatoires qui sont également uniquement réservées aux voies technologiques ou même aux voies professionnelles. Donc vous voyez vraiment ça. Tout mène en tous les cas à l'enseignement supérieur si c'est le souhait du jeune. Petite particularité donc sur l'enseignement de spécialité qui est suivi uniquement en première. Donc vous savez qu'ils ont 3 enseignements de spé en première et puis ils resteront avec 2 enseignements de spé en terminale. Donc il va y avoir un abandon de spécialité à la fin de la première générale. Voilà, et juste pour votre info, en fait, il va être crédité quand même d'un coefficient de 8, donc à peu près la moitié du coefficient de l'enseignement de spécialité qui va être poursuivi. Un petit détail aussi, je pense que c'est important de comprendre que l'idée, c'est vraiment, il faut réussir et réussir au mieux. Il est préférable d'avoir très bien réussi son bac techno et avec des belles moyennes, 14, 15, 16 de moyenne en techno, plutôt que d'avoir fait un bac général qui soit un petit peu juste.
Parce qu'en fait, la suite ne sera pas bénéfique pour le jeune. Donc vraiment, réfléchissez à ça. L'idée, c'est vraiment aussi que nos jeunes s'épanouissent dans leur formation et qu'ils puissent vraiment en prendre plaisir. Un petit point quand même juste sur les combinaisons d'enseignement de spécialité qui sont souvent abandonnées ou les plus souhaitées au choix. Voilà, les plus demandés, c'est maths, sciences économiques et sociales, physique, chimie et histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. On garde souvent maths, physique, chimie, sachant que depuis presque 2 ans maintenant, les choses varient un tout petit peu et on sent que vraiment le SES est en train de remonter. L'enseignement de SPEMAT est un enseignement qui est extrêmement exigeant. Donc voilà, pour les jeunes qui sont un petit peu juste en maths, parfois c'est un petit peu difficile. Donc vraiment, chose à regarder, à vérifier pour que vraiment ce soit le plus intéressant en tous les cas pour votre jeune. Il y a des questions, je continue. Je vous vois apparaître, donc. Oui, il y a pas mal de questions. Alors, voilà, comme on aborde le lycée, on sent que ça crée beaucoup d'inquiétudes. Il n'y en a pas. Comme souvent, sauf que là, bon, on rappelle que les choix de l'école, on n'en est peut-être pas tout de suite là encore. Non, pas puisque encore. voilà, on n'est pas encore dans le choix de l'étude sup. Il faut rappeler ça aussi aux parents qui sont là ce soir. Leurs enfants sont collégiens. Néanmoins, on a pas mal d'inquiétudes. Alors, est-ce que tu peux revenir sur l'explication des maths pour le bac général quand tu n'as pas pris l'aspect maths, comme c'est devenu obligatoire aujourd'hui? Est-ce que tu peux réexpliquer ce point-là, s'il te plaît? Alors, je vais vous faire un petit retour en arrière et puis comme ça c'est super, ça va me permettre de passer justement, je vous ai fait un petit topo sur l'épreuve anticipée de maths. En fait, il faut arriver à comprendre que, alors, qu'est-ce que je vous mets? Est-ce que je vous mets ça? Est-ce que c'est peut-être pas forcément le plus clair pour vous? Mais enfin bon. Alors, attendez, que je reparte en arrière, excusez-moi. Hop, là. Est-ce que c'est ça qui n'était pas très très clair sur l'enseignement scientifique et mathématique? Ok. Alors, au départ, en fait, dans les enseignements communs, il y avait plus de maths, il y avait seulement l'enseignement scientifique. Les choses ont évolué, bien évidemment. Il y a une volonté de remettre des mathématiques, on va dire de base, vraiment pour avoir une base mathématique pour les jeunes. L'enseignement de SPEMAT, il est très exigeant. Il est vraiment fait pour des jeunes qui ont une réelle appétence qui ont réellement une appétence pour les maths. C'est 4 heures hebdomadaires pour la classe de première, c'est 6 heures pour la classe de terminale. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de maths et le niveau est extrêmement exigeant. Vraiment, l'objectif, c'est ceux qui prennent l'enseignement de SPEMAT, ce sont de futurs scientifiques ou des scientifiques, c'est-à-dire qui ont vraiment cette facilité-là. Donc, pour ceux qui ne prennent pas l'enseignement de SPEMAT, il a fallu quand même qu'il y ait un petit peu de mathématiques dans le tronc commun. Et donc, c'est pour ça qu'ont été rajoutés ces 1h30 de mathématiques. Alors, pour ceux qui font l'enseignement qui ont choisi, par exemple, maths, physique, SVT, eux, dans le tronc commun, n'auront que 2 heures. Si par contre, vous avez pris, je ne sais pas moi, éducation physique, pratique et culture sportive, histoire géo et puis les humanités, là par contre, vous aurez 3h30 dans le tronc commun. Et il y aura une épreuve à la fin de la première, en même temps, ça c'est une nouveauté de cette année, en même temps que, sur la même période que le bac de français, il va y avoir aussi une épreuve qui va permettre d'évaluer le niveau mathématique.
Alors, je pense que c'est vraiment important de comprendre que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vraiment, l'enseignement de spé, beaucoup de maths, niveau exigeant, 4 heures par semaine, et en tronc commun, soit vous aurez 2 heures si vous avez pris cet enseignement de spé, soit vous avez 3h30 si vous avez pris d'autres enseignements de spécialité que mathématiques, et là, vous allez travailler sur les probabilités, les statistiques, le traitement de données. Donc, vous voyez quelque chose de plus large. Il n'y aura pas de trigonométrie, il n'y aura pas tout ça. Et ça vous donnera la possibilité de continuer sur l'option maths complémentaire. Pourquoi ces maths ont été mises en place? Parce que je pense que, comme toujours, il y avait un trou dans la raquette de la réforme précédente. C'était pour les matheux, très bien, il y avait l'enseignement de spé maths. Pour ceux qui ne voulaient plus faire de maths, il n'y avait plus de maths. Mais pour ceux qui, particulièrement les économiques, qui avaient encore besoin des mathématiques pour la suite, eh ben, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, vraiment, ça avait été quelque chose qui avait été soulevé, ressoulevé, re-ressoulevé. Et donc, en fait, ils ont mis en place cet enseignement commun obligatoire de mathématiques pour justement essayer de pallier au manque que pourraient rencontrer les étudiants après qui sont, par exemple, qui vont rentrer, par exemple, dans tout ce qui est école de commerce, qui est en économie, etc., etc. Est-ce que j'ai été plus claire? Ouais, Et c'est puis super. là, Merci beaucoup. on passe à l'épreuve anticipée de maths, hein, donc, qui est une nouveauté de cette année. Donc, c'est cette nouvelle épreuve commune de mathématiques. Donc là, ce sera évaluer les connaissances, hein, et les compétences pour tous les élèves en maths. Ça, l'objectif, c'est Parcoursup. Alors, on est un peu loin, hein, pour vous parce que vous avez encore vos enfants qui sont au collège, mais c'est vraiment l'idée d'avoir un résultat dans le dossier, un résultat mathématique dans le dossier Parcoursup. L'épreuve sera donc COF2, durée 2 heures. Pas de calculatrice. Alors là, généralement, vous voyez tous nos jeunes qui font des bonds sur leur chaise en se disant: ah mon Dieu, mais il n'y a pas de calculatrice, comment je vais faire, machin, etc. Pas de panique, hein. Il y aura des calculs, des QCM, hein, sur voilà, vraiment sur des automatismes des automatismes mathématiques, hein. 2 ou 3 exercices qui seront indépendants les uns des autres, hein, donc vous pouvez réussir l'un ou rater l'un et puis continuer sur les autres. L'idée, c'est vraiment d'évaluer les connaissances et les compétences qui sont mobilisées pendant l'activité mathématique, hein. Donc, je vous donne quelques exemples. C'est par exemple lire et commenter un graphique, créer un graphique, calculer la probabilité d'un événement, calculer un pourcentage, voilà, développer, factoriser. Vous voyez, vraiment des choses, j'oserais dire, qu'on utilise régulièrement. Donc voilà, mais ce sera sans calculatrice. Donc, rien d'insurmontable en tous les cas. Donc, en voie générale, si vous avez fait la spécialité mathématique, donc c'est là où ça se joue aussi. Donc, je vous dis, hein, vraiment, c'est cette idée de prendre l'enseignement de spé-math ou pas. Si vous avez pris l'enseignement de spécialité mathématique, vous serez interrogé sur le programme de première de votre enseignement de spécialité mathématique. Vous voyez que ça va jouer aussi pour les élèves qui seront un peu juste. Et ben voilà, cet enseignement ne sera pas simplement arrêté en fin de première, il va être réellement évalué. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir avec vos jeunes. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la spécialité mathématique. Pour ceux qui n'ont pas choisi la spécialité mathématique, bah, c'est ce que je viens de vous lire, hein. Donc, c'est sur le programme de l'enseignement de mathématiques et de l'enseignement scientifique. Donc, vraiment, voilà, hein, des choses assez, on va dire, assez basiques. Et en voie techno, là, il n'y a pas de question d'enseignement de spé. Donc, c'est vraiment sur le programme de l'enseignement commun de mathématiques que l'évaluation va se faire. Donc, COEF2, 2 heures,
sur la période du bac de français. Donc, on avait pour habitude de dire qu'il n'y avait que le bac de français en épreuve anticipée. Et bien maintenant, ce sera la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques qui aura lieu à peu près sur la même période. Donc, c'est vrai que pour les élèves de première, bah, ça leur fera enfin, 3 épreuves, hein, puisque le français se fait à l'oral et à l'écrit. Donc, ce sera 3 épreuves à passer en fin de première. Je vous montre les autres ressources encore à disposition. Vous les aviez avant, hein, donc vous avez dû les voir. Toujours pareil, l'ONICEP, Avenir, Horizon 21, pour voir un petit peu. Ça peut être intéressant pour vous d'aller voir un petit peu le contenu, hein, de chaque enseignement de spé pour ceux qui sont intéressés par la voie générale, hein, ou même la voie techno. Et puis, bah, bien évidemment, n'oubliez surtout pas, hein, vos appels, hein, parce que le service aux parents d'élèves de l'appel peut vous être d'un grand secours, hein, sur toutes ces questions d'orientation. Vous voyez, on a pris ça en charge depuis de très nombreuses années et vraiment, vous avez de grandes professionnels. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos appels pour avoir des informations. L'arpège, hein, toujours. Vraiment, pour ceux qui ont des enfants en situation de handicap, n'hésitez pas, vraiment, c'est très bien fait. Et puis, ça donne plein d'infos et puis parfois des solutions. Et je sais que quand on est dans cette situation-là, on a besoin parfois d'avoir des solutions, c'est important. Je suis tout à vous pour répondre à vos questions. Alors, moi, j'ai une petite question qui est revenue assez souvent sur la seconde européenne. Est-ce que tu pourrais dire 2 mots? Alors, la seconde européenne, ça fait partie aussi des spécificités des lycées. Moi, je vous conseillerais vraiment de vous rapprocher de vos établissements qui ont mis en place des projets à visée européenne, etc., pour que vraiment vous ayez la totalité des détails. Ça a eu énormément il y a tellement de projets selon les lycées que c'est difficile d'en faire une généralité parce que vraiment chacun va y mettre. Alors il y en a qui appellent ça d'une façon, d'autres d'une autre façon, et les projets sont vraiment dépendent des établissements. Donc vraiment, si vous avez un souhait d'avoir comme ça un côté d'ouverture internationale, rapprochez-vous de votre établissement. C'est à mon avis le plus facile pour vous. Véro, tu as coupé ton micro. Oui, merci. Voilà, je disais merci. Alors, après, voilà, si, il y a beaucoup de questions sur savoir comment on peut se renseigner ou avoir les informations pour savoir quel lycée fait quelle spécialité. Alors, vous avez le site de l'ONICEP qui fera ça, hein, donc le premier, l'onicep.fr, qui va pouvoir vous donner, une belle vision quand même des différents enseignements de spécialité. Alors, juste une petite chose, attention entre le lycée public et le lycée privé. Sur le lycée privé, bien évidemment, c'est vous qui choisissez et voilà, donc il faut aller s'inscrire au lycée et tout. Pour le lycée public, ce sera votre lycée de secteur qui sera affecté, donc qui dépend de votre adresse. Donc vraiment, je vous conseille de jeter un œil avant sur quel secteur et sur quelle zone vous êtes, si vous souhaitez continuer sur le lycée public. Faites vraiment bien attention à ça. Le reste, vous pouvez aller aussi sur le site Excellence Pro que je vous avais montré tout à l'heure. Vous allez avoir aussi l'ensemble des lycées qui peuvent vous donner les différents enseignements de spécialité. Si après vous avez vraiment une volonté d'avoir une triplette un peu particulière, renseignez-vous directement auprès de l'ONICEP. C'est toujours pareil. En règle générale, alors je vais retourner sur la fiche des enseignements de spé.
les très classiques, hein, c'est-à-dire histoire-géographie, humanité, langue, littérature et culture étrangère, mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, SES. Celles-là, vous les retrouvez, je ne vais pas dire dans tous les établissements, mais presque. Mais presque, parce que vraiment, ça fait partie des grandes classiques, on va dire. Si ensuite vous recherchez vraiment, par exemple, celle de l'art, qui est vraiment compliquée, alors, vous pouvez regarder sur Internet, bien évidemment, mais sur le site de l'UNICEF, vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. C'est celui qui vous donnera le plus d'informations sur l'ensemble des enseignements de spé. Hein, sur ce site, le site onicep.fr. Merci beaucoup. Merci, Violaine. Violaine, est-ce que tu peux juste revenir 2 petites secondes, parce qu'on a eu plusieurs fois la question aussi, reclarifier l'histoire du contrôle continu, la moyenne du contrôle continu pour le brevet. Est-ce qu'elle est Brevet. calculée, sur les matières du brevet ou sur toutes les matières? Alors, hop, je reviens en arrière, je cherche mon petit hop. Voilà, c'était ça. Alors, là, vous avez, en fait, la note finale va être séparée en deux. Il y a 40% de contrôle continu, 60% sur les épreuves terminales. Je pense que la question ne se pose pas sur les épreuves terminales. Je pense que c'est clair. On a 4 épreuves écrites. On a donc le français, les maths, l'histoire géo, l'enseignement moral et l'enseignement moral et physique et civique, pardon, et les sciences. Donc voilà, ça c'est les 4 épreuves en moyenne coef 2 et assez classique. Voilà, c'est vraiment la note qui est multipliée par le coefficient. Pour les 40% du contrôle continu, elle se fait donc sur la totalité des matières. Donc, techno, français, maths, tout ça va compter de la même façon, en fait, si vous voulez. Donc, sur le contrôle continu, c'est un coef 1 pour chaque matière. Donc, le français a le poids des maths, qui a le poids de la langue vivante 1, de la langue vivante 2, de la techno, de l'EPS, etc. Et là, vraiment, tout a le même poids, si vous voulez. Donc, vraiment, sur ça, c'est coef 1 et ça vaudra pour 40% de la note finale. À ça s'ajoutent les options qui ont été prises par les jeunes. Et là, on ajoute uniquement les points au-dessus de 10. Donc, c'est toujours un gros bénéfice pour les jeunes qui ont pris des options. Bien sûr, ça ne dépasse pas 20. Enfin bon, voilà, parce que très souvent, c'est les très, très, très bons élèves qui prennent les options. Mais voilà, donc vraiment, la note en fait du brevet va être divisée en deux. Les épreuves terminales avec des coefs, je vais vous dire quasiment équivalents à 2 chacun, et le contrôle continu qui lui est pour 40%. Et là, il a un coef 1 pour chaque. Est-ce que j'ai été plus claire? Oui. C'est plus clair pour tout le monde? Bon, Après, je crois qu'on peut peut-être rappeler aux parents que de toute façon, les établissements, ils réexpliquent quand même beaucoup à chaque élève comment ça se passe, etc. Et qu'ils n'hésitent pas à reposer des questions eux-mêmes à leurs Voilà, alors professeurs, etc. voilà, pas de panique. En fait, c'est pas une transformation absolument démente. Avant, on avait un système de notation sur 800 points, avec 400 points sur le contrôle continu, 400 points sur les épreuves terminales. Donc, vous voyez, il y a juste une toute petite bascule sur les épreuves terminales, mais qui est pas énorme. Et puis, en fait, on fait la moyenne des moyennes. Hein. Donc, je sais pas, moi, le jeune, il a eu 12 en maths, 13 en français, 11 en histoire géo. Enfin bref, voilà, ça va lui faire une moyenne de 12. Vous voyez, c'est vraiment très arithmétique comme calcul. Vraiment pour que ce soit le plus simple. Et puis après, il y a les épreuves terminales avec donc un coef 2 parce qu'en fait, histoire géo a 1,5 et puis l'enseignement moral et civique est à 0,5. Donc voilà, comme ils sont enseignés en même temps, normalement, ça fait un total quasi de 2 pour chaque.
hein. Et puis, je rappelle que pour le contrôle continu, de la même façon que ce qui existe au lycée, il y a les commissions académiques d'harmonisation du contrôle continu, justement pour favoriser l'égalité de traitement entre les candidats, hein. Donc, c'est vraiment l'objectif, il est de pouvoir aussi valoriser ce que le jeune a fait pendant toute son année et ne pas simplement se baser sur les épreuves terminales qui parfois sont génératrices de grands stress. Oui, toujours. Après, moi, j'ai une petite question. Alors, ça concerne plus les enfants qui ont des reconnaissances handicap par la MDPH et qui se posent la question du choix du lycée pro. Et est-ce que c'est plus facile de faire une demande dans un lycée pro hors secteur, si ça leur semble plus approprié que sur le lycée pro de leur secteur? Alors, il y a le même type d'accompagnement pour les jeunes en situation de handicap ou à besoins particuliers. Ils vont retrouver exactement le même accompagnement sur les lycées, hein. Donc, ce qui a été mis en place au collège pourra être mis sur le lycée pro. Le lycée pro ou le lycée général, ou peu importe, mais il y aura le même accompagnement. Après, sur les problèmes de lycée, de secteur ou pas, tout ça, ce sont des dérogations qui sont à demander au rectorat. Donc, attention, c'est toujours soumis, voilà, à accord du rectorat. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir particulièrement pour les jeunes qui sont en situation de handicap à ce qu'ils vont être capables d'assumer. C'est-à-dire, s'il faut qu'ils fassent 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, est-ce qu'ils sont physiquement capables de l'assumer? Est-ce qu'ils sont mentalement capables de l'assumer? Donc vraiment, c'est du cas par cas. C'est très difficile de répondre à ce type de questions parce que ça va vraiment dépendre du jeune et de ce qu'il a envie. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à partir du moment où il y a un projet qui a été mis en place, quelque chose qui est vraiment construit, où c'est vraiment sa volonté moi, je ne sais pas, de devenir par exemple fleuriste, et qu'il a montré son intérêt, qu'il a fait des stages, qu'il a fait des recherches, qui motive son intérêt, c'est à tenter. Bien sûr que c'est à tenter parce qu'il pourrait être tout à fait plus ouvert, pour justement aller dans le sens de cette demande de dérogation. Mais ce sont des demandes de dérogation. Donc toujours, je parle du public, hein. Dans le privé, bien évidemment, c'est l'établissement et vous qui faites ce choix-là, donc pas de souci. Je rappelle simplement aussi pour les lycées privés, cette fois-ci, que c'est à vous de faire. Alors, souvent, les lycées de secteur, enfin, du coin viennent nous voir et ont de très, très bons rapports avec les collèges. Mais vraiment, n'hésitez pas non plus à aller les voir voilà, pour déposer un dossier si vous souhaitez que votre enfant rentre dans tel ou tel établissement. C'est à nous de faire la démarche. Il n'y a pas d'affectation directe, hein, comme un lycée de secteur. Ok, merci beaucoup, Violaine. Après, bon, des questions, il y en a. Le problème, c'est que ce sont beaucoup des questions personnelles. Donc, je pense que Anne-Laure, tu nous diras un petit mot après, mais je pense qu'il est plus simple que les parents contactent directement leurs appels de département pour pouvoir faire du cas par cas, parce que voilà, on ne peut pas monopoliser toutes les questions tout le temps. Oui, c'est l'idée là, vraiment, l'objectif de ce soir, hein, c'était d'essayer de vous ouvrir le plus possible, de voir un petit peu les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous, juste pour voir un petit peu les chemins, parce que c'est vrai que toutes ces réformes, on en a beaucoup parlé, comme on parle beaucoup, et la presse en premier parle beaucoup de Parcoursup, en disant, oh là, mon Dieu, c'est terrible, ça broie des étudiants, etc. On a pour coutume de dire n'oublions pas ce que nous on faisait pour aller s'inscrire et vous verrez que finalement c'est quand même bien mieux et qu'ils ont beaucoup plus de possibilités que ce que nous on pouvait avoir au moment où on est rentré dans l'enseignement supérieur. Donc vraiment c'est vraiment pour vous montrer les grandes lignes. Après,
bien évidemment, hein, l'accompagnement, moi je le dis toujours, hein, vraiment l'accompagnement des jeunes est important. Les parents, nous, on a vraiment toute notre place et je trouve que c'est très bien ce qui a été fait aussi par tout ce qui était ONICEP, etc., pour vraiment remettre les parents au cœur de l'orientation. On a un rôle à jouer et on a un rôle à jouer d'accompagnant. Et c'est vraiment sympa parce que c'est vrai qu'on a, hélas, de temps en temps, on est toujours un petit peu garde-chiour, mais on a toujours l'impression de dire fais ci, fais ça, etc. Là, on est vraiment en accompagnant, en écoute. Avec lui, et donc c'est une autre façon de voir notre relation avec notre enfant, et c'est très agréable. Donc vraiment, l'orientation, c'est surtout pas, en tous les cas, en troisième, en janvier, quand il faut remplir la fiche navette. Là, c'est pas en disant qu'est-ce que j'inscris, quoi. C'est vraiment travailler avec votre jeune, discuter, partager, voyez avec lui ce dont il a envie, ce qu'il est capable de faire. Je vous redonne hein, le diagoriante.fr pour faire un point sur ses compétences. C'est vraiment un site qui est très bien fait. Et puis Avenir, hein, bien évidemment, la plateforme Avenir qui est mise en place également. Merci Violaine. Écoute, je vais te faire une dernière question parce qu'elle est revenue plusieurs fois et on l'aura de nouveau pour Parcoursup et voilà, elle revient tout le temps. Donc je pense que tu la connais celle-là. Est-ce qu'il vaut mieux passer par un établissement public pour avoir des meilleures notes pour Parcoursup? Voilà. Alors, une chose, si votre jeune envisage une faculté, donc l'université classique, n'envisagez pas qu'il connaisse votre établissement, que ce soit au fin fond des Yvelines ou au fin fond du Val d'Oise ou de l'Essonne ou de je ne sais où. Non, ils ne vous connaîtront pas. Donc, la discussion de votre ou le discours des certains établissements qui vous disent oh oui, oui, mais nous on est connus, non, non. Hormis les très grands lycées, les autres ne sont pas connus. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Justement, alors on parlait hein, tout à l'heure justement des commissions académiques d'harmonisation. Il y a plein de choses qui ont été mises en place justement pour travailler sur l'évaluation, sur le contrôle continu, sur les notes, etc. La formation que vous recevez dans un établissement privé, elle est à la hauteur de sa réputation. Il y a des épreuves finales. C'est pour ça aussi qu'il y a l'épreuve de mathématiques qui est faite avant. Il y a le bac de français qui est fait avant. Les établissements maintenant, autant sur Parcoursup, on va dire la première année et encore, sur la première année, il pouvait y avoir des questions. Il n'y a plus de questions aujourd'hui. Les établissements savent très, très bien se servir de Parcoursup. Ils le savent. Ils sont très largement accompagnés également dans leur approche de Parcoursup, hein, que ce soit par l'enseignement catholique, mais aussi par le ministère de l'Enseignement supérieur. Hein. On a la chance, nous, d'avoir M. Teilhard qui vient nous faire des conférences très régulières sur Parcoursup. C'est la même chose avec les établissements. Donc, la qualité de l'enseignement, le bien-être de votre jeune, le fait qu'il se sente bien dans cette réussite-là, elle a pas de prix. Il y a de très bons, il y a de très bons lycées publics, hein, de très très bons lycées publics. Donc, si vous avez un très bon lycée public et que il a les enseignements de spé que vous le souhaitez et que votre jeune vous dit ouais super, très bien. À vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Je pense que vraiment, aujourd'hui, les établissements savent se servir de Parcoursup et sont capables de mettre en face. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire sur quel est l'intérêt de mettre 9 à un jeune si finalement il en mérite 13 ou 14. Il y a vraiment cette réflexion-là. Et ça, Parcoursup a posé cette question-là aux enseignants et on le voit. Alors,
bien évidemment, la notation, elle reste humaine et il y a des enseignants qui ont, chacun a son dada, hein, donc il y en a qui notent plus sévèrement que d'autres. C'est vrai dans le privé comme c'est vrai comme c'est vrai dans le public. Voilà, c'est un choix à faire. Je pense qu'il n'y a pas, il vaut mieux que. C'est vraiment à vous de réfléchir sur ce que vous souhaitez. Moi, je dis vraiment, il faut penser que les années de lycée, il faut que votre jeune en sorte. S'il continue, hein, je parle du lycée général, s'il va continuer ensuite sur de l'enseignement supérieur, il a encore au minimum 3 voire 5 ans, et plus sûrement 5 ans d'études derrière. Donc, ne surtout pas le dégoûter des études alors qu'il est en première, ou ni lui mettre trop de pression. Ça reste un bac. D'accord? Et comme je vous l'ai montré dans le tout premier, ou un des premiers que je vous ai montré, voilà, c'est ça, hein, le bac, il a, et ensuite il emmène à tout ça. Donc vraiment, voilà, pas d'inquiétude, ne faites pas des stratégies à plus en pouvoir en se disant oui, mon Dieu, et si je fais ci, et si je fais ça. Non, il faut savoir les possibilités. Vous ouvrir les possibilités, oui. Après, il y aura pas de mauvais choix si vous avez fait ce choix-là avec votre jeune. Merci beaucoup, Merci Violaine. Violaine pour ce mot de la fin. Eh bien Merci. voilà. Merci pour tous ces éclairages, merci pour les apports et merci d'avoir mis des mots précis parce que il est important de relativiser aussi ce sujet de l'orientation qui pour nous les parents peut sembler souvent nébuleux et angoissant. On retient que effectivement cette orientation, elle se prépare avec les enfants selon leur degré de maturité. Ça peut être dès la 5e ou la 3e ou la seconde, pas de règle. N'oubliez pas de faire confiance aussi aux équipes pédagogiques. Les professeurs de vos enfants les connaissent bien, ils les ont en classe toute la journée. Donc ils les connaissent bien et n'hésitez pas à solliciter les professeurs principaux de vos enfants. Enfin, merci à chacun pour votre écoute, votre participation très active. Nous espérons que cette soirée vous aura été utile. Vous recevrez l'enregistrement par le biais de vos présidents d'appel d'établissement d'ici quelques jours, le temps de nous laisser voilà, le temps de faire le montage. Merci beaucoup Véronique pour l'animation du chat. Et puis notre cycle de conférences continue. La prochaine aura lieu le 20 novembre. Pour les parents et les jeunes de la 3e à la terminale, ce sera objectif bac. Voilà, on vous a mis toutes nos coordonnées dans le fil de discussion. N'hésitez pas à nous solliciter pour reprendre des discussions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Souvent, il y a beaucoup de cas individuels, de cas personnels. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre par téléphone. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée en compagnie de l'appel et à vous dire à bientôt. Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Merci, bonne soirée.